Jean et Monique Dubois avaient tout perdu il y a 15 ans, le jour où ils avaient enterré leur fille unique, Manon. Le soir même des funérailles, alors que le chagrin menaçait de l'étouffer, Jean avait trouvé deux louveteaux, orphelins et blessés, gémissant dans le creux d'un arbre calciné. Cette nuit-là, tandis qu'ils disaient adieu à leur enfant, ils commençaient à sauver deux vies qui, un jour, sauveraient les leurs. L'aube se levait sur les sommets escarpés du massif central, peignant le ciel de teintes pastel qui se déversait sur les vallées endormies. À l'intérieur de la maison de campagne isolée, nichée au cœur d'un paysage sauvage et silencieux, Jean Dubois ajustait l'objectif de son appareil photo avec des mains trahissant un léger tremblement. À 78 ans, les premiers signes de la maladie de Parkinson devenaient de plus en plus difficiles à dissimuler, surtout à lui-même. À travers la vitre givrée, il fit la mise au point sur un rare bouvreuil pivoine, dont le plumage cramoisi tranchait vivement sur la toile blanche de l'hiver. « Reste tranquille, ma beauté », murmura-t-il, sa voix un souffle dans le silence matinal. Le déclic de l'obturateur retentit juste au moment où l'oiseau penchait la tête, capturant un instant parfait de curiosité sauvage. Derrière lui, Monique se déplaçait avec l'efficacité silencieuse d'une femme qui avait passé des décennies à accomplir cette même danse matinale. Elle notait des coordonnées dans un journal en cuir usé, une nouvelle donnée dans les schémas migratoires qu'elle suivait depuis 40 ans, une recherche que les universités consultaient encore. « Les bouvreuils sont de retour », murmura Jean sans se retourner. « Le même, je crois. » Monique leva les yeux, un petit sourire réchauffant son visage. 3 semaines plus tôt que l'an dernier. Les schémas changent. Depuis le seuil de la porte, Louve observait la scène de ses yeux gris et alertes. Le museau cicatrisé de la louve et son port royal témoignaient d'années passées dans la nature avant son sauvetage. Près de la cheminée, Bruyère était étendu de tout son long, son pelage brun-roux brillant à la lumière du matin. Plus jeune que Louve de quelques semaines, son énergie restait celle d'un adolescent malgré les années. Toujours prêt à jouer ou à patrouiller. Ils n'étaient pas des animaux de compagnie. Ils se déplaçaient avec une grâce sauvage, leurs yeux évaluant constamment leur environnement, indépendants, mais inexplicablement liés au couple âgé. Les 4 formaient une unité qui défiait toute compréhension conventionnelle. Pas des maîtres et des animaux, mais une famille, liée par quelque chose de plus profond que les circonstances. Jean posa son appareil photo, puis tâtonna pour saisir un petit flacon de médicaments orange, se détournant légèrement de Monique pour avaler son traitement. Un rituel privé, une reconnaissance que son corps le trahissait, petit à petit. Louve traversa la pièce sans un bruit et vint pousser sa main de son museau, comme si elle sentait sa détresse. Son effroi contre sa paume le stabilisa, l'ancrant dans le moment présent. « Merci, ma vieille », murmura-t-il, passant ses doigts noueux dans sa fourrure épaisse. Monique fit semblant de ne pas remarquer, comme toujours, lui accordant la dignité de gérer sa maladie à sa manière. Au lieu de cela, elle se dirigea vers le couloir, vers la chambre qui restait intacte, à l'exception de sa visite quotidienne. La pièce était figée dans le temps. Des fanions d'université sur le mur, des étagères remplies de guides de terrain et de recueils de poésie, une collection d'animaux en bois sculptés que Manon avait commencé à 12 ans. Sur le rebord de la fenêtre, une unique orchidée était en fleurs. C'était la seule chose vivante, changeante, que Monique s'autorisait à introduire dans ce sanctuaire. Elle l'arrosa avec soin, vérifiant l'humidité de la terre. « Bonjour, ma chérie », dit-elle doucement, son salut quotidien à une fille qui aurait pour toujours 34 ans. « Il va encore neiger aujourd'hui. » Dans la cuisine, Jean s'activait méthodiquement, mettant 3 couverts à la table du petit déjeuner avant de se reprendre. La 3e assiette le fixait, accusatrice. Certaines habitudes ont la vie dure, marmonna-t-il à Bruyère, qui l'avait suivi, attentif comme toujours au moindre mouvement vers la nourriture. Le loup pencha la tête, ses yeux intelligents suivant chaque geste de Jean. La tasse de café glissa de sa prise, se brisant sur le sol dans une gerbe de céramique et de liquide chaud. La frustration l'envahit. Avant qu'il ne puisse attraper une serviette, Louve était là, poussant sa main loin des morceaux cassés. Un avertissement, une protection. Bruyère réapparut avec les lunettes de lecture de Monique tenues délicatement entre ses dents, les déposant sur le comptoir comme pour offrir une distraction. « Laisse, je m'en occupe », dit Monique en apparaissant dans l'embrasure de la porte. Elle passa devant Jean, lui serrant l'épaule en attrapant le balai. Son contact disait tout. Dehors, la neige recommençait à tomber. L'isolement qui avait été leur choix enveloppait maintenant la maison comme une couverture protectrice, ou peut-être un linceul.
C'était un retrait délibéré après la mort de Manon. Cette retraite dans la nature sauvage. La communauté les avait entourés aux funérailles, offrant condoléances et plats faits maison, suggestions et solutions. Vous devriez vous rapprocher de la ville, avait dit un voisin bien intentionné. Vendez la maison. Trop de souvenirs là-haut. Trop isolé pour 2 personnes seules. La réponse de Monique avait été polie, mais définitive. C'est ici que Manon a appris à marcher. Nous ne la quitterons pas. Désormais, leur plus proche voisine, Valérie Leclerc, qui vivait à 5 kilomètres au bout d'un chemin de terre périlleux, passait une fois par semaine, apportant des provisions et des nouvelles du village, respectant leur solitude. À 52 ans, elle avait presque l'âge qu'aurait eu Manon, un fait qu'aucun d'eux ne reconnaissait à voix haute. Le souvenir de la nuit où ils avaient trouvé les loups revint à Jean alors qu'il regardait la neige tomber. C'était la nuit après l'enterrement de Manon. Incapable de dormir, écrasé par le chagrin, il avait marché jusqu'à la grange dans l'obscurité. Le son avait été faible au début, un gémissement si ténu qu'il avait cru l'imaginer. Dans un creux d'arbre calciné, 2 louveteaux, âgés peut-être de 6 semaines, se blottissaient l'un contre l'autre, l'un avec une patte gravement brûlée, l'autre dangereusement maigre. Plus tard, ils apprendraient l'existence de l'incendie de forêt qui avait ravagé la région à 15 km au nord, coûtant probablement la vie à la mère des louveteaux. Les semaines qui suivirent se déroulèrent dans la mémoire de Jean comme un montage, les biberons au milieu de la nuit, les visites vétérinaires menées en secret, Monique faisant des recherches sur la psychologie des loups à 3 heures du matin, Jean construisant un enclos extérieur qui permettrait aux loups une certaine liberté tout en les gardant près de lui. Il se souvenait de la première fois où Louve avait léché le visage de Monique. La première fois que Bruyère avait hurlé, le son les surprenant tous les deux. D'une manière ou d'une autre, prendre soin de ces créatures sauvages leur avait donné un but alors que le chagrin menaçait de les engloutir. Nous devrions appeler, dit soudain Monique, interrompant la rêverie de Jean. Elle se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant la neige s'intensifier. Le sanctuaire, pour leur trouver un foyer. Jean serait dit. Cette conversation revenait plus fréquemment ces derniers temps, à mesure que son état s'aggravait. Ils ne vont nulle part, dit-il d'une voix ferme. Et nous non plus, Jean. Ton tremblement s'aggrave. Le médecin a dit. Je sais ce que le médecin a dit. Son ton s'adoucit. Mais nous gérons. Ils font partie de la famille, Moni. On n'abandonne pas sa famille. Comme si elle sentait le courant émotionnel, Louve se plaça aux côtés de Monique. Les yeux ambrés de la louve semblaient contenir une sagesse au-delà de la compréhension humaine. Bruyère se pressa contre les jambes de Jean, offrant un soutien constant. Nous en reparlerons plus tard, concéda Monique. Les loups échangèrent un regard, une communication silencieuse qui faisait parfois se demander à Jean qui était vraiment aux commandes de leur foyer inhabituel. Son téléphone sonna, une notification par email. Il vérifia discrètement, ne voulant pas relancer la conversation. Une alerte de son marchand d'art. Sa photographie, la veille d'une mère, montrant Louve montant la garde près d'un Bruyère blessé durant leur première année ensemble, venait d'être vendue à un collectionneur européen pour 15 000 €. Jean ne dit rien, rangeant son téléphone. L'argent irait sur le compte caché qu'il maintenait, des fonds pour l'avenir des loups, pour la sécurité de Monique quand il ne pourrait plus y pourvoir. À 80 km de là, dans une chambre de motel miteuse, Stéphane Moreau étudiait des cartes topographiques de leur propriété, planifiant un coup qui allait changer leur vie à tous pour toujours. La camionnette de Valérie Leclerc s'annonça par son grondement familier. Chaque mercredi, si le temps le permettait, Valérie faisait le trajet jusqu'à la montagne pour prendre de leurs nouvelles, apportant des provisions, du courrier et des nouvelles du village. Les loups l'entendirent les premiers, leurs oreilles se dressant simultanément. Ils n'aboyèrent ni ne hurlèrent. Ils ne le faisaient jamais. Au lieu de cela, ils se déplacèrent vers les fenêtres. Pile à l'heure, dit Monique en attrapant son manteau. Malgré le temps, acquiesça Jean, calculant mentalement à quel point son tremblement serait visible aujourd'hui, à quel point il pourrait le cacher aux yeux observateurs de Valérie. Elle était bien intentionnée, mais son inquiétude ressemblait parfois à la première menace pour leur indépendance si soigneusement construite. Valérie sortit de la camionnette, une femme robuste emmitouflée contre le froid, ses cheveux bruns parsemés de gris précoce. Elle portait 2 sacs de course en toile avec l'aisance de quelqu'un habitué à porter des fardeaux bien plus lourds. « Ça va être une sale tempête », cria-t-elle alors que Monique ouvrait la porte. Monique la fit entrer. « Tu n'aurais pas dû venir. La route doit déjà être terrible. »
Valérie tapa des pieds pour enlever la neige de ses bottes, son sourire chaleureux malgré le froid qui rougissait ses joues. Et vous laissez sans les frais et sans les derniers potins du village? Jamais. Le rituel familier se déroula, les courses déballées, le café servi, les loups saluant Valérie avec une affection digne. Comment vont mes chiens loups préférés aujourd'hui? Demanda Valérie, utilisant le terme qu'ils avaient convenu d'employer pour toute personne extérieure à leur cercle intime. Techniquement, sur le papier, les animaux étaient des hybrides de chiens-loups, une fiction nécessaire qui rendait leur présence moins compliquée sur le plan légal. Bruyère est agité, dit Monique, il arpente le périmètre depuis l'aube. C'est la tempête qui approche, suggéra Valérie, mais ses yeux disaient autre chose. Jean le remarqua, son œil de photographe ne manquant rien malgré ses difficultés physiques. Qu'est-ce qui te préoccupe, Valérie? Avez-vous réfléchi à ce dont nous avons parlé le mois dernier? Aux options de maisons de retraite plus près du village? Nous sommes très bien où nous sommes. Jean, j'ai remarqué tes mains aujourd'hui. La voix de Valérie était douce mais directe. Le tremblement est pire, n'est-ce pas? Il ne dit rien, ce qui était une réponse suffisante. Et vous n'êtes pas invincible, continua Valérie. Que se passera-t-il si quelque chose tourne mal ici? Si l'un de vous tombe ou s'il y a une urgence médicale? Par ce temps, les secours pourraient mettre des heures à arriver. Alors nous nous débrouillerons, dit fermement Monique. J'ai apporté autre chose, dit-elle en changeant de tactique. Elle sortit une enveloppe de la poche de son manteau. J'ai demandé une subvention pour améliorer votre système de sécurité. De nouvelles caméras, de meilleures serrures, un système d'alerte d'urgence. L'installation devrait avoir lieu le mois prochain si c'est approuvé. Jean fronça les sourcils. Nous n'avons pas besoin. S'il vous plaît, l'interrompit Valérie. Faites-le pour moi. Il y a eu des cambriolages dans certaines propriétés isolées à une centaine de kilomètres au nord. Des résidences secondaires, pour la plupart. Mais quand même. Laissez-moi faire ça. Nous sommes trop loin des sentiers battus, dit-il, mais son ton avait perdu de sa fermeté. Personne ne sait même que nous sommes ici. Promettez-moi juste d'y réfléchir, dit-elle finalement. Monique posa une main sur le bras de Valérie. Nous le ferons. Et merci de te soucier de nous. La conversation dériva sur des sujets plus sûrs. Mais des courants sous-jacents flottaient sous les amabilités. Alors que Valérie se préparait à partir, elle hésita sur le seuil. Je pourrais rester, vous savez. Attendre que la tempête passe ici. L'offre flotta dans l'air, sincère, mais compliquée. Nous nous en sortirons très bien, l'assura Jean. Le générateur est plein, nous avons beaucoup de nourriture, et les loups nous préviendront si quelque chose ne va pas. Valérie hocha la tête. J'appellerai en arrivant à la maison. Et j'essaierai de remonter vendredi si la route est dégagée. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Après le départ de Valérie, Monique se dirigea vers la fenêtre. Elle est bien intentionnée, dit Jean en la rejoignant. Ils sont tous bien intentionnés. Mais ils ne comprennent pas. Ce qui restait tacite, c'était ce que Valérie et les autres ne pouvaient pas comprendre. Comment cet isolement était devenu leur sanctuaire? Comment les loups avaient guéri en eux quelque chose que les liens humains ne pouvaient atteindre? Monique se détourna de la fenêtre, son instinct d'ancienne garde forestière attirant son attention. Louve se comporte étrangement. La louve se tenait à la fenêtre sud, les oreilles en avant, le corps tendu. Elle n'avait pas mangé son repas du matin. Et maintenant, elle arpentait la pièce, passant d'une fenêtre à l'autre comme si elle suivait quelque chose d'invisible. Probablement un chevreuil ou un cerf qui passe, suggéra Jean. Monique secoua la tête. Je vais vérifier le périmètre. Avant que Jean ne puisse protester, elle enfilait ses bottes et son manteau. Je viens avec toi, dit Jean. Reste avec Bruyère. Nous couvrirons plus de terrain séparément. C'était une gentillesse, sa façon de préserver sa dignité tout en reconnaissant ses limites. Jean hocha la tête à contre-cœur. Prends la radio. Et Moni, prends Louve. Dehors, la neige avait transformé le monde en une peinture monochrome. Monique se déplaçait avec précaution le long de la limite de leur propriété. Elles atteignirent la limite sud où la forêt s'épaississait. Louve s'arrêta brusquement, le nez au sol, son langage corporel passant d'alerte attendue. Un grognement sourd gronda dans sa poitrine. Monique s'accroupit à côté d'elle,
scrutant la zone. Des traces fraîches marquaient la neige. Pas animale, mais humaine. Pointure 44, empreinte profonde. Quelqu'un de lourd. Allô? Appela TL. Pas de réponse. Le grognement de Louve s'intensifia. Monique plongea la main dans sa poche, ses doigts se refermant sur l'objet qu'elle avait récupéré de son tiroir de chevet avant de partir. Son ancienne arme de service, un revolver 38 qu'elle n'avait pas touché depuis des années. De retour à la maison, Jean était assis à son bureau, la lueur de l'écran d'ordinateur illuminant son expression troublée. Il avait ouvert le dossier contenant les recherches de Valérie sur les maisons de retraite. Que deviendraient Louve et Bruyères? Les sanctuaires étaient surpeuplés. Et la maison? Cet endroit où Manon avait appris à marcher, avait joué, était revenu pour les vacances. Comment pouvait-il partir? Le tremblement de ses mains s'aggrava alors que l'émotion le submergeait. La frustration monta, brûlante et soudaine. Bon sang! Lança-t-il en repoussant son fauteuil. Bruyère apparut à ses côtés, se pressant contre sa jambe, une présence chaude et solide qui l'ancrait. La porte d'entrée s'ouvrit, laissant entrer un tourbillon de neige et d'air froid. Monique tapa des pieds sur le paillasson, Louve se secouant à côté d'elle. J'ai trouvé des traces sur la ligne sud, dit Monique. Humaine. Fraîche. Probablement juste un chasseur de passage, mais elle n'eut pas besoin de finir. Jean hocha la tête, comprenant son inquiétude. Monique accrocha son manteau, mais Jean remarqua qu'elle posait le revolver sur la table d'appoint plutôt que de le ranger dans la chambre. Juste par précaution, disaient ses yeux lorsqu'ils croisèrent les siens. Ce soir-là, alors que la tempête s'intensifiait, l'électricité vacilla, puis se stabilisa. Jean vérifia le générateur, confirmant qu'il fonctionnait bien que la jauge de carburant soit plus basse qu'il ne le pensait. Monique suivit sa routine du soir avec une efficacité rodée, mais quelque chose semblait différent ce soir. Elle vérifia les serrures à double tour, testa la radio d'urgence et garda le revolver à portée de main. Le téléphone sonna, les surprenant tous les deux. Le nom de Valérie apparut. Les routes sont déjà inondées au passage inférieur, rapporta TL. Je peux essayer de monter demain si vous avez besoin de moi. Tout va bien, l'assura Monique, ses yeux croisant ceux de Jean. Elle raccrocha. Nous devrions faire rentrer les loups ce soir. Jean ne discuta pas. Si les instincts de Monique étaient en alerte, il leur faisait confiance. Alors que la nuit s'approfondissait, Jean et Monique étaient assis devant la cheminée. Les loups étaient étendus à proximité, alertes malgré leur posture détendue. J'ai un aveu à te faire, dit Jean à voix basse. J'ai vu le neurologue en ville le mois dernier. La maladie de Parkinson progresse plus vite que prévu. Il dit qu'il me reste peut-être 5 bonnes années. Mes mains lâcheront en premier. Sa voix se brisa. Ce qui signifie que ma carrière de photographe est terminée. Les mots restèrent en suspens entre eux, lourds de sens. Je ne sais pas qui je suis sans mon appareil photo, admit-il. Monique s'approcha de lui. Alors tu es l'homme qui a sauvé de l'eau. Qui m'a sauvé. C'est suffisant. Leurs fronts se touchèrent. Louve s'approcha, posant sa tête entre eux. Bruyère suivit, complétant leur cercle. Nous le dirons à Valérie la semaine prochaine, dit Jean. Commencez à planifier. Il est peut-être temps de penser à un sanctuaire pour Louve et Bruyère. Dehors, la tempête atteignit son paroxysme. À l'intérieur, 4 âmes, 2 humaines, 2 loups, se blottissaient dans le cercle chaleureux de la lumière du feu, ignorant qu'à 5 kilomètres en contrebas de la montagne, une camionnette se frayait lentement un chemin vers eux à travers le blanc aveuglant. La chambre de motel miteuse empestait la cigarette et le désespoir. 6 mois plus tôt, Stéphane Moreau avait étalé des cartes topographiques sur le couvre-lit taché. Les photos de la maison des Dubois, prises lors de sa visite accidentelle en tant que randonneur perdu, étaient épinglées au mur à côté de coupures de presse sur les prix de photographie de Jean Dubois. Stéphane prépara son matériel méthodiquement. Des sacs de surplus militaires remplis de colliers de serrage, de rubans adhésifs, de masques. Ses mains s'arrêtèrent sur une photo délavée. Une jeune femme tenant un bébé, sa fille et son ex-femme. Un seul coup, se murmura-t-il. Maintenant, 6 mois plus tard, cette planification était sur le point de payer. Les 3 hommes étaient blottis dans une cabane de chasse à 80 km des Dubois,
faisant les derniers préparatifs alors que la tempête faisait rage dehors. Répète-moi le plan, dit Léo Girard en vérifiant la glissière de son pistolet semi-automatique avec l'aisance d'un ancien soldat. À 38 ans, son visage portait l'expression endurcie d'un homme qui avait connu le combat. Lucas Perrin, le plus jeune à 26 ans, était penché sur son ordinateur portable. C'est tout là, rapporta Théil. Monique a hérité de terres de son grand-père, d'une valeur actuelle d'environ 800 000 €. Les photographies de Jean ont généré au moins 2,3 millions d'euros de revenus à vie, et ils vivent comme des ermites. Le discours de Stéphane était bien rodé. Deux vieillards de plus de 70 ans, un endroit isolé, pas de système de sécurité digne de ce nom. Ils céderont facilement. Quel choix ont-ils? Léo fronça les sourcils. Et les loups? Des chiens-loups, corrigea Stéphane. Des fléchettes tranquillisantes s'en occuperont. Lucas hésita, son doigt planant sur un vieil article de journal avec une photo de Manon Dubois. Les visages accablés de chagrin de ses parents le fixaient depuis l'écran. Peut-être qu'on devrait. Tu veux continuer à dormir dans ta voiture? Le coupa Stéphane. C'est notre ticket de sortie, gamin. Lucas détourna le regard, mais pas avant que Léo n'ait surpris le conflit dans ses yeux. Plus tard cette nuit-là, pendant que les autres dormaient, Léo envoya son paiement mensuel à l'établissement de soins où vivait sa sœur. 28 ans, atteinte d'un autisme sévère. C'était sa seule famille. Ce travail assurerait ses soins pendant 2 ans s'il se déroulait comme prévu. De l'autre côté de la petite cabane, Lucas parcourait le portfolio de photographies en ligne de Jean Dubois sur son téléphone. Son doigt plana sur le bouton d'appel. Un seul clic et il pourrait alerter les autorités. Mais alors les mots de Stéphane résonnèrent dans son esprit. Tu es la seule famille qu'il me reste maintenant, gamin. La main de Lucas retomba. Le moment était passé. Le lendemain matin, ils volèrent une camionnette avec de fausses plaques d'immatriculation. Léo conduisait avec la concentration de quelqu'un qui avait déjà fait ça, tandis que Stéphane configurait le scanner de la police et vérifiait la lunette thermique. Rappelez-vous, dit Stéphane alors qu'il tournait sur la route de montagne. On entre, on prend ce qu'il faut, on sort. Personne ne sera blessé s'il coopère. À la maison des Dubois, la journée s'écoula lentement. En fin d'après-midi, l'électricité s'éteignit complètement. Jean vérifia le générateur, confirmant qu'il fonctionnait, mais le carburant était plus bas qu'il ne l'aurait souhaité. Louve et Bruyère devinrent de plus en plus agités à la tombée de la nuit. Louve se posta à la porte d'entrée, un grognement sourd dans sa poitrine. Bruyère l'imita à l'entrée arrière. Monique récupéra le revolver de la table d'appoint, le glissant dans la poche de sa robe de chambre. Dehors, à peine visible à travers la neige tourbillonnante, 3 silhouettes approchaient à travers les arbres. Le grognement de Louve s'intensifia. Les yeux de Jean s'ouvrirent. Il vit les lumières, pas des phares, mais des lampes de poche se déplaçant dans la tempête. Il tendit la main vers Monique juste au moment où la fenêtre explosa vers l'intérieur. Le verre se brisa sur le sol du salon. Bruyère se jeta vers la fenêtre brisée avant que Lucas ne puisse entièrement passer. Léo tira un coup de semonce dans le plafond. L'explosion fut assourdissante. Bruyère gémit et recula, désorienté. Stéphane avait crocheté la serrure de la porte d'entrée en silence, entrant avec une arme au poing. Léo suivit, sécurisant la cuisine. Lucas finit par tomber par la fenêtre, secouant le verre de son manteau, le visage pâle de peur et de regret. « Ne bougez pas !» cria Stéphane. Jean se plaça instinctivement devant Monique. « Prenez ce que vous voulez et partez, dit-il. » Léo força Jean à s'asseoir sur une chaise, lui attachant les poignets derrière le dos. Stéphane attrapa Monique, sa prise inutilement brutale alors qu'il la fixait à une chaise de cuisine. Les loups s'étaient séparés, Bruyère saignant légèrement d'une éraflure là où la balle était passée près de son épaule, grognant sous la table de la salle à manger. Louve avait disparu dans le couloir de la chambre. Tout le monde reste calme, et tout se passera bien, annonça Stéphane. Où est le coffre-fort? Il n'y a pas de coffre-fort. La déclaration contredisait tellement les attentes de Stéphane que la rage l'envahit. Il frappa Jean au visage. Monique cria. Bruyère bondit dessous la table, mais Léo le repoussa d'un coup de pied violent. Le loup gémit, se retirant à nouveau. Lucas se tenait figé près de la fenêtre, fixant les photos de famille sur le mur.
Une photo des funérailles de Manon glissée dans un cadre. C'était trop familier. Léo fouilla méthodiquement les tiroirs, trouvant la collection d'appareils photo de Jean. Jackpot, annonça-t-il. Ça vaut 100 000 euros, facile. Ce n'est rien, vieil homme, dit Stéphane à Jean. Où est l'argent? La voix de Monique coupa le chaos. Arrêtez. Je vais vous montrer où nous gardons nos objets de valeur. Arrêtez de lui faire du mal. Les yeux de Monique étaient remplis de larmes, mais sa voix restait ferme. Léo ouvrit le meuble avec empressement, trouvant des dossiers, des documents juridiques, des relevés bancaires. Lucas les examina avec une confusion croissante. Merde, murmura-t-il. 6 comptes différents, des portefeuilles d'actions, des titres de propriété. C'est d'une valeur de plus d'1 million combinés, mais ce n'est pas liquide. C'est bloqué dans des fiducies, des propriétés, des investissements. Je ne veux pas un portefeuille. Je veux du cash, de l'or. Stéphane remarqua une porte partiellement cachée derrière une bibliothèque. Qu'y a-t-il là-dedans? Le silence de Monique fut une réponse suffisante. Stéphane traîna sa chaise vers la porte. Ouvrez-la ou je tire sur votre mari. Monique regarda Jean. Il secoua légèrement la tête. Ne fais pas ça. La cave ne révéla aucune salle au trésor, mais une capsule temporelle. Les affaires d'enfance de Manon, préservées comme des objets de musée. Et dans un coin, un petit coffre-fort ignifuge. Stéphane força Jean à descendre les escaliers. Ouvre-le. Ce n'est pas à vous. C'est tout ce qu'il nous reste de notre fille. Stéphane pointa son arme sur Monique. Ouvre-le ou elle meurt. Les mains de Jean tremblaient violemment alors qu'il entrait la combinaison. L'anniversaire de Manon. À l'intérieur se trouvaient les artefacts d'une vie écourtée, 15 000 euros en espèces. La bague de fiançailles de Monique et des lettres que Manon leur avait écrites de l'université. Stéphane prit l'argent. Lucas ramassa une des lettres, lisant l'écriture de Manon. Ses mains tremblaient. Léo, toujours pragmatique. Prends les appareils photo, le cash, les bijoux. On part maintenant. Mais Stéphane n'était pas satisfait. Non, ils mentent. Les vieux cachent toujours plus de choses. À l'étage, Louve avait attendu. Une ombre se déplaçant dans la vision périphérique, un grognement sourd provenant de pièces apparemment vides. Lucas, retournant au rez-de-chaussée, sentit les poils de son cou se hérisser. Un truc cloche, murmura-t-il à Léo. Cette Louve, où est-elle? Léo rejeta son inquiétude. Un bruit sourd provenant de la chambre les interrompit. Léo alla voir, trouvant leur sac de sport déchiqueté, le matériel éparpillé. La Louve était partie avant qu'il ne puisse réagir. La frustration de Stéphane se transforma en quelque chose de plus sombre. Il frappa de nouveau Jean, exigeant des réponses à des questions sans réponse. Monique, toujours attachée à sa chaise, parla doucement. Vous voulez savoir quel est notre trésor? C'est l'amour. C'est un souvenir. Ce sont 2 loups que nous avons sauvés de la mort. Ça, vous ne pouvez pas le voler. Et quelque part dans la tempête, Louve se mit à hurler. Ce n'était pas un son de peur. Ce n'était pas un son de douleur. C'était une déclaration de guerre. Le hurlement résonna dans la maison, primal et glaçant. Elle appelle à l'aide, se moqua Stéphane. Il n'y a pas de meute dehors. Ils sont seuls, comme nous. Mais ces paroles manquaient de conviction. Le hurlement fut répondu par le ton plus grave de Bruyère depuis sous la table. Une conversation qu'aucun des humains ne pouvait traduire, mais que tous pouvaient sentir. Sous la table, Bruyère n'était pas aussi blessé qu'il l'avait laissé croire. La balle avait éraflé son épaule. Il restait immobile, observant, attendant le bon moment. Louve tournait à l'extérieur, s'étant échappé par la chatière que Jean avait installée des années auparavant. Dans le bureau, Lucas était censé pirater l'ordinateur du couple. Au lieu de cela, il se retrouva à lire les journaux de Monique, 40 ans d'observation de la faune, des notes sur le développement de Louve et de Bruyère depuis leur sauvetage. Jour 12 avec les petits. Louve a enfin mangé dans ma main aujourd'hui. Je crois que Manon nous les a envoyés. Je crois qu'elle savait que nous avions besoin d'être utiles à nouveau. Lucas essuya des larmes, furieux contre lui-même pour cette émotion inattendue. Léo le trouva ainsi. Qu'est-ce que tu fiches?
ressaisis-toi. Ce ne sont que des personnes âgées, dit doucement Lucas. Ils ont déjà tout perdu. Le visage de Léo se durcit. Et je suis sur le point de perdre ma sœur dans un établissement public si je ne suis pas payé. Tout le monde a ses histoires tristes, gamin. Le temps presse. Dans le salon, Stéphane arpentait la pièce comme un animal en cage. Jean, malgré son visage tuméfié, tenta de lui parler. « Fils, peu importe ce que tu traverses. Ne m'appelez pas fils. » lança Stéphane. « Ma propre fille ne veut plus m'appeler papa. Vous n'avez pas ce droit. » Puis son expression se durcit à nouveau. La tension dans la pièce changea brusquement lorsque Bruyère bougea. Le dos de Léo était tourné. Bruyère bondit, sa mâchoire se refermant sur le mollet de Léo avec une précision calculée. Léo hurla, tirant sauvagement. La balle se logea dans le mur à quelques centimètres de Lucas. Le chaos éclata. Tranquillisant, gronda Léo. Cette chose a essayé de me tuer. Alors tue-la, ordonna Stéphane en levant son arme. Il protégeait sa famille, intervint Jean. Monique, voyant leur distraction, travaillait son collier de serrage contre un bord tranchant de la chaise. Elle sentit le plastique commencer à céder. Dehors, Louve testa les fenêtres et les portes. Trouvant le générateur, elle grogna sourdement et mordit le tuyau de carburant. La machine tout sauta et s'éteignit, plongeant la maison dans l'obscurité la plus totale, à l'exception des lampes de poche des envahisseurs. La panique s'ensuivit. « Elle les chasse », murmura Monique à Jean. Louve commença une guerre psychologique, tournant autour de la maison, grattant aux fenêtres, hurlant à des distances variables. L'effet désorientant fut immédiat. « C'est pas normal, » dit Lucas. « Les loups ne se comportent pas comme ça. Ils fuient les humains. Ils le font quand leur meute est menacée, » répondit Monique. Léo, ses instincts militaires reprenant le dessus, reconnut la tactique. Elle n'agit pas au hasard. Elle sonde nos défenses, cherche le point faible. Lucas sortit son téléphone, cherchant un signal. Rien. Mais il avait un messager satellite pour les urgences. Il pouvait envoyer un SOS. Il fixa l'appareil, déchiré. On devrait peut-être juste partir, suggéra Lucas. Prendre l'argent et les appareils photo. On ne part pas tant que je n'ai pas ce pourquoi je suis venu, insista Stéphane. Il n'y a rien ici. Cria Lucas. Stéphane tourna son arme vers Lucas. Tu veux partir? Très bien, mais tu n'emmènes pas mon butin avec toi. Léo s'interposa. Tout le monde se calme. J'envie sa chance. Vous pourriez partir maintenant. Nous n'appellerons pas la police. Monique sentit enfin son attache céder. Elle garda les mains derrière le dos, attendant le bon moment. Elle croisa le regard de Jean. Il fit un léger signe de tête. Il avait compris. Dehors, le hurlement de Louve changea de ton. Ce n'était plus un avertissement. C'était un cri de guerre. La porte arrière, que Léo avait barricadée, vola en éclats. Louve était à l'intérieur, basse sur ses pattes, silencieuse. Ses yeux brillaient d'un éclat doré dans les faisceaux des lampes de poche. Lucas hurla. Léo tira, la balle se logeant dans le mur alors que Louve se déplaçait plus vite que possible. Elle frappa Lucas de plein fouet, le projetant contre le réfrigérateur. Stéphane pivota son arme vers le son, mais Louve avait déjà disparu dans le couloir. Pendant qu'il se concentrait sur Louve, Monique saisit sa chance. Elle bondit de sa chaise, attrapant le couteau de cuisine que Léo avait utilisé plus tôt. Elle libéra d'abord Jean, puis lança le couteau près de la cachette de Bruyère. Stéphane remarqua trop tard. Il tira alors que Jean entraînait Monique vers le bureau. Ils claquèrent la porte derrière eux. À l'intérieur du bureau, Jean poussa une lourde bibliothèque pour bloquer l'entrée. Derrière elle, une porte cachée révélait une petite chambre forte. Jean prit le téléphone satellite, le Parkinson et la peur créant un tremblement si violent qu'il pouvait à peine composer. Mais il réussit à entrer le numéro de Valérie Leclerc. La connexion était pleine de parasites. Valérie, murmura-t-il. Cambriolage armé en sécurité mais les loups, la ligne se coupa. À 5 kilomètres de là, Valérie Leclerc se déplaça avec une urgence exercée. Elle attrapa son fusil de chasse, les clés de sa camionnette et sa trousse de premier secours,
composant le 17 tout en courant vers son véhicule. Cambriolage chez les Dubois, rapporta TL sèchement. Intrus armés, résidents âgés, je m'y rends. Madame, les gendarmes sont en route, mais avec la tempête, le temps d'intervention est de 45 minutes minimum, prévint le répartiteur. Veuillez attendre, Valérie raccrocha. 45 minutes. Les Dubois n'avaient pas 45 minutes. Ce que le répartiteur ne savait pas, c'est que Valérie Leclerc n'était pas seulement une ancienne secouriste. Elle avait été infirmière de combat avec 2 missions en Afghanistan. De retour à la maison, le chaos régnait. Stéphane s'était barricadé dans le salon. Léo luttait pour arrêter le saignement de son mollet. Lucas était recroquevillé sur le sol de la cuisine, en hyperventilation. Bruyère émergea de sa cachette, bloquant l'accès au bureau. Louve tournait par derrière. Un loup devant, un derrière. Il poussait les intrus vers le centre de la maison. Léo fut le seul à continuer de penser tactiquement. Il n'essaie pas de nous tuer, réalisa-t-il à voix haute. Il nous piège. Lucas leva les yeux du sol. J'ai envoyé le SOS avant que mon téléphone ne meure. Ils arrivent. Stéphane se tourna vers lui. Tu as fait quoi? Je ne vais pas mourir pour ça, dit Lucas. Je ne vais pas tuer des grands-parents pour 15 000 €. Quelque chose chez Stéphane se brisa. Il frappa Lucas avec la crosse de son pistolet. Ça suffit, dit Léo d'un ton sec, s'interposant. Léo pointa son arme sur Stéphane. On part. Maintenant. L'impasse s'installa entre eux. Aucun des deux ne remarqua Louve se tendre dans l'ombre. Elle choisit Léo. Elle se jeta sur le bras tenant l'arme, ses puissantes mâchoires se refermant sur son poignet. Il hurla, l'arme tombant au sol. Stéphane plongea pour la récupérer. Bruyère chargea Stéphane avant qu'il ne puisse atteindre l'arme, son corps de 45 kilos le projetant avec assez de force pour lui couper le souffle. Léo leva lentement les mains. D'accord, c'est fini. Dans la chambre forte, Jean avait réessayé le téléphone satellite. Soudain, il entendit des sirènes au loin sur la ligne avant qu'elle ne se coupe à nouveau. Il est temps, dit-il à Monique. Elle vérifia le revolver. 5 balles. Ils ouvrirent la porte de la chambre forte, retournant prudemment dans une scène de cauchemar. 2 personnes âgées, meurtries, se tenaient avec 2 loups face à 3 intrus brisés. C'est fini, dit Monique. Des phares fendirent l'obscurité à l'extérieur. La camionnette de Valérie dérapa jusqu'à l'arrêt et elle en sortit comme un ange vengeur, fusil de chasse à la main. Elle défonça la porte d'entrée. La gendarmerie est à 2 minutes derrière moi, annonça-t-elle. Fidèle à sa parole, les sirènes se firent plus fortes. 4 gendarmes envahirent la propriété, armes au poing. Stéphane, Léo et Lucas furent menottés. Les ambulanciers arrivèrent ensuite, mais le couple refusa d'être transporté tant que les loups n'étaient pas soignés. Le docteur Chloé Mercier, la vétérinaire d'urgence de garde, arriva 15 minutes plus tard. La blessure de Louve était sérieuse, mais pas mortelle. L'égratignure de Bruyère avait déjà cessé de saigner. Le commandant de gendarmerie Pierre Lambert, un homme d'une 60aine d'années qui connaissait les Dubois depuis 30 ans, regarda la scène avec un étonnement silencieux. « Jean, Monique, dit-il finalement. Ces loups vous ont sauvé la vie. » Jean, épuisé, corrigea doucement, « Non. Nous nous sommes sauvés mutuellement. C'est ce que fait une famille. » 3 jours plus tard, Pierre Lambert revint à la maison. Les loups se remettaient bien. « J'ai pensé que vous voudriez savoir ce que nous avons découvert sur vos visiteurs, dit-il en ouvrant un dossier. Stéphane Moreau planifiait l'invasion depuis plus d'1 an. Son ordinateur contenait des recherches sur 12 autres propriétés isolées. Léo Girard avait pleinement coopéré, sa seule demande étant que quelqu'un s'assure que sa sœur ne soit pas déplacée de son centre de soins. Lucas Perrin était le plus repentant. Il n'arrêtait pas de parler des journaux de Monique, des lettres de Manon. Ce qui l'avait complètement brisé, c'était d'apprendre que son SOS n'était jamais parti. Les caméras de surveillance animalière avaient tout capturé. Après le départ du gendarme, Valérie trouva Jean et Monique assis avec les loups. « J'ai réfléchi, dit Valérie. À ce qui va se passer maintenant. Si tu vas encore suggérer une maison de retraite, commença Jean. Non, l'interrompit Valérie. Laissez-moi rester. Pas seulement cette semaine, mais plus longtemps.
Je peux aménager la grange en un petit logement pour moi. Tu as ta vie au village, dit finalement Monique. Vous êtes ma famille maintenant, sa voix se brisa. Laissez-moi faire ça pour nous tous. Jean regarda ses mains tremblantes. On aurait bien besoin d'aide, admit-il finalement. Cette nuit-là, Jean rêva de Manon pour la première fois depuis des années, non pas telle qu'elle était à la fin, mais enfant, courant à travers les prairies de montagne, des loups à ses côtés. Tu les as trouvés, dit-elle simplement. Il se réveilla avec des larmes sur le visage, mais une légèreté dans le cœur absente depuis 15 ans. À l'aube, Jean prit une décision. Il prit son appareil photo, ignorant le tremblement qui rendait la mise au point difficile. S'approchant de Monique assise avec les loups sur le porche, il captura une image de trois dans la lumière dorée du matin. Il la titra dans ses archives, Famille, 2025. 3 mois après l'invasion, la maison des Dubois semblait la même de l'extérieur. Mais à l'intérieur, des changements subtils marquaient le passage du temps. Le petit appartement de Valérie dans la grange aménagée était terminé. Le procès avait été bref. Stéphane Moreau reçut 28 ans de prison. Léo Girard, 12 ans. Lucas Perrin, 5 ans, avec sursis après 3 ans. Ce que personne n'avait prévu, c'était la réponse de Monique. Elle s'était approchée de la table de la défense, déposant une enveloppe devant Lucas. C'est une liste de ressources, de programmes éducatifs, et une lettre de recommandation pour quand vous serez prêt à vous reconstruire. Vous avez fait des choix terribles, mais vous avez aussi essayé de les arrêter. Cela compte. 3 mois plus tard, Jean était assis à son bureau, examinant les documents finaux de leur avocat. La Fondation Mémorielle Manon Dubois était officiellement créée, dotée initialement de 500 000 €. Sa mission était double, soutenir la recherche sur la cohabitation homme-faune et fournir des bourses d'études aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance. La sonnette retentit. C'était Nicolas Lefebvre, un réalisateur. Il leur avait proposé un mois plus tôt non pas un récit sensationnaliste du cambriolage, mais une exploration réfléchie du deuil, de la survie et de la famille inhabituelle qu'ils avaient construite. Ils avaient été hésitants, mais quelque chose dans sa sincérité les avait convaincus. Je pense l'appeler La veille d'une mère, expliqua-t-il, faisant référence à la célèbre photographie de Jean. Jean hocha la tête. L'interview commença simplement. Quand la conversation se tourna vers la nuit où ils avaient trouvé les louveteaux, leurs expressions s'adoucirent. Ils étaient si petits, se souvint Jean. Nous venions d'enterrer notre fille cet après-midi-là. Nous n'avions plus rien à donner. Mais les sauver vous a sauvés, suggéra doucement Nicolas. Monique acquiesça. Ils nous ont donné un but quand nous n'en avions plus. Alors que l'interview se poursuivait, un thème émergea, la sagesse de l'âge. Tout le monde pensait que nous étions des cibles faciles, dit Jean. 3 jeunes hommes contre 2 vieillards. Ils n'ont jamais considéré que nous avions survécu à la perte d'un enfant, que nous avions élevé des loups depuis leur naissance, que nous avions vécu dans la nature sauvage pendant 40 hivers du Massif central. Et les loups ? Ils semblaient comprendre exactement ce qui se passait. Les loups sont des chasseurs stratégiques, expliqua Monique. Louve et Bruyère ont fait ce qui leur venait naturellement. Ils ont défendu leur famille. Il expliqua l'avancée de son Parkinson, la maladie rénale de Louve et l'arthrite de Bruyère. Nous vieillissons tous ensemble. Le docteur Mercier leur apporta des nouvelles difficiles lors de sa visite mensuelle. La maladie rénale de Louve progresse. L'arthrite de Bruyère affecte davantage sa mobilité. Avec une bonne gestion, il pourrait avoir encore 2 ans, peut-être 5 si nous avons de la chance. Le documentaire, La veille d'une mère, fut présenté en avant-première 6 mois plus tard lors d'un grand festival de cinéma. Les Dubois y assistèrent, submergés par l'ovation qui suivit. 2 mois plus tard, Louve cessa de manger. Jean et Monique choisirent la dignité plutôt qu'une souffrance prolongée, organisant son euthanasie à la maison. Par une parfaite matinée d'automne, ils se rassemblèrent sur le porche. Louve était allongée sur son coin préféré, Bruyère à côté d'elle, gémissant doucement. Valérie était là. Nicolas aussi. Monique était allongée à côté de Louve. Merci de nous avoir sauvés. Va retrouver Manon. Dis-lui que nous allons bien maintenant. Le hurlement de Bruyère transperça le matin, long, lugubre, primal. Ils l'enterrèrent sous un pin ancien. 3 mois plus tard, alors que le printemps revenait, Valérie arriva avec une nouvelle inattendue et un passager.
Dans sa camionnette se trouvait une petite caisse contenant un jeune louveteau blessé. Ils vont l'euthanasier à moins que quelqu'un ne la prenne. J'ai pensé à vous deux, mais je comprendrai si vous ne pouvez pas. Le louveteau gémit. Les yeux de Jean rencontrèrent ceux de Monique. Qu'est-ce qu'un crève-cœur de plus? Dit-il finalement, un sourire perçant à travers ses traits burinés. Ils l'appelèrent Aurore. Bruyère, revigoré par sa présence, devint un professeur patient. La dernière image de Jean, Monique sur le porche avec Bruyère et Aurore au coucher du soleil, devint son œuvre la plus célèbre. Techniquement imparfaite à cause de son tremblement, émotionnellement parfaite. La semaine suivante, Valérie arriva avec des nouvelles. On lui avait offert un poste de direction d'un centre de réhabilitation de la faune sauvage dans les Pyrénées, le travail de ses rêves. Le seul hic, cela signifiait les quitter. « Venez avec moi », suggéra-t-elle. Ils prirent une semaine pour décider. Quitter la maison leur parut d'abord une trahison. Puis, peu à peu, une libération. Manon n'est pas dans cette maison, réalisa Monique. Elle est en nous. Leur décision, oui. 2 ans après la mort de Louve, Bruyère s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Il avait vécu une vie extraordinairement longue pour un loup. Ils l'enterrèrent près de l'endroit où Aurore avait été relâchée dans la nature. 5 ans après le cambriolage, Nicolas revint pour un documentaire de suivi. Les Dubois, maintenant octogénaires, s'assirent pour une dernière interview au sanctuaire. Des regrets? Demanda Nicolas. Jean, dans son fauteuil roulant, réfléchit. Je ne regrette rien. Pas la douleur, pas la peur, même pas le cambriolage. Ça nous a réveillés. Monique acquiesça. Les gens demandent si nous le referions, sauver les loups, en sachant comment ça finirait. La réponse est oui, 1000 fois oui. L'amour se termine toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'en vaut pas la peine. La scène finale du documentaire montrait l'inauguration du centre canin sauvage du Bois, une nouvelle aile du sanctuaire. Une statue en bronze de Louve et Bruyère, créée à partir des photographies de Jean, se dressait à l'entrée. La plaque en dessous disait, en mémoire de Louve et Bruyère, qui nous ont appris que la famille protège sans poser de questions, que la force observe et attend, et que l'amour le plus sauvage est celui qui vous sauve à la fin. Et en l'honneur de Manon Dubois, dont l'esprit vit dans chaque seconde chance que nous avons choisie.